Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre les sujets à l'ordre du jour. Merci de nous regarder à la télé. Vous êtes sur Kavi TV à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5. À la baie, nos partenaires de Beta FM relaient cette émission. Si vous êtes sur notre application mobile, vous êtes forcément les bienvenus. Si vous êtes sur notre site d'information, c'est le www.siaminfo.com. Merci de votre fidélité. Au menu de ce matin, un mois après son annonce, le processus d'évaluation des départements ministériels entre dans sa phase de réalisation dès ce 20 novembre et jusqu'au 25. Chaque ministre est appelé à présenter son bilan devant les équipes d'évaluation de la primature selon la feuille de route établie par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. Un exercice de redevabilité inédit qui pourrait influencer la performance administrative et la transparence de l'action publique. Quel peut être donc l'impact de cet exercice sur la gestion de la chose publique? On ouvre le débat dans cette émission, le scanner. Du 12 au 14 novembre dernier, Conakry a accueilli l'Afrique pour la 7e édition, il faut le dire, ouest-africaine du Transform Africa Summit TAS. Un rendez-vous majeur dédié à la technologie et à l'innovation placé sous le thème « Innover localement, impacter globalement ». 3 jours d'échanges intenses, mais avec quels résultats concrets? La Guinée a-t-elle réellement tiré profit de ce sommet? Pour en parler, nous recevrons dans cette émission le directeur général de l'ANDE. L'ANDE, c'est l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Monsieur Youssouf Haribo est l'invité de ce numéro. Dans la dernière partie, Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye, j'y arrive. Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Je reste dans le parti des propos du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, tenu devant des membres du bureau politique du PASTEF, selon dit au palais présidentiel. À travers cette mise au point, le chef de l'État tente de lever les équivoques autour d'éventuelles tensions entre lui et son premier ministre et mentor Ousmane Sonko. Cette prise de parole peut-elle mettre fin à ce bras de fer silencieux? On en parle également dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà, entre autres sujets, à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous rejoindre, c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin et nos invités ici en plateau. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au public. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité. Un mois après son annonce, ou un mois après l'annonce, place aux actes. Au 25 novembre 2025, chaque ministre guinéen passe dans les évaluateurs de la primature pour défendre leur, en tout cas, leur bilan, selon la feuille de route du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. Un exercice, il faut le rappeler, de redevabilité qui va bousculer, pourquoi pas, les habitudes et pousser l'administration à peu de résultats. Mais la question que nous nous posons ce matin, quel impact sur la gestion publique? Je commence par vous, Yaya Diallo. Écoutez, je pense qu'on est habitué quand même à des évaluations gouvernementales dans ce pays-là, depuis le premier gouvernement de la transition jusqu'à maintenant. Là, je crois que ça pourrait être la 3e ou la 4e fois qu'on nous annonce des évaluations dont les résultats ne sont pas rendus publics. Alors, je crois qu'on évalue pour apprécier, éventuellement sanctionner. Et je pense que c'est ce qui devrait prévaloir éventuellement. Il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit, mais lorsqu'on vous êtes soumis à une obligation de résultats, il est tout à fait logique que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, faire ce qu'on appelle réduction des comptes et voir effectivement ce qui a passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et éventuellement d'apprécier. Je crois que le Premier ministre, en tant que, disons, chef du gouvernement, donc qui a la mission d'impulser l'action gouvernementale, il est tout à fait logique à un certain niveau qu'il puisse avoir cette poigne-là pour pouvoir éventuellement
évaluer avec la rigueur qui sied tous les membres du gouvernement. Et en le faisant, on ne le fait pas contre Paul ou Pierre, on le fait pour la République parce que tout simplement, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes à la tête de nos différents départements pour justement répondre aux besoins fondamentaux de la population. Et c'est pourquoi chaque département est alloué d'un budget de fonctionnement et les missions sont assignées à chaque département. Alors je crois que c'est très facile d'évaluer ces ministres-là. Vous vous rappelez de cette retraite gouvernementale qui avait lieu du côté de Kindia, où le Premier ministre lui-même s'est insurgé contre le fait qu'il y avait des ministres qui n'ont pas pu ne serait-ce qu'à 30 épuiser leur budget de fonctionnement. Donc, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'argument solide. Hein. Évidemment, évidemment. Et vous savez très bien que les budgets sont alloués aux différents départements. Le taux d'exécution de ces projets peut être déterminé par là l'atteinte des missions qui leur sont assignées. Alors, si le taux d'exécution de votre budget n'atteint même pas 30%, eh bien, dites-vous effectivement que les lignes n'ont pas bougé de ce côté-là. Est-ce par manque de vision, par manque de maîtrise ou par manque de projets pour pouvoir absorber le budget et éventuellement faire face aux défis? La question reste posée. Alors, de l'autre côté, je pense que les évaluateurs du côté de la primature se sont exprimés. Il y a eu des lettres de mission qui étaient assignées aux différents départements. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le contrat annuel de performance où chaque ministre département avait reçu ces contrats annuels de performance-là. Donc, chacun connaît sur quoi il va être évalué et éventuellement ce qui n'a pas marché. Je pense que c'est en cela que l'appréciation doit intervenir, éventuellement sanctionner positivement ou négativement sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Et d'autres sanctions peuvent aller même jusqu'à ce que vous soyez remercié tout simplement parce qu'on ne peut pas quand même, au nom des je ne sais quoi, disons, continuer de protéger des ministres qui, en réalité, ne se distinguent pas, tout simplement. Et je crois que le Premier ministre est au courant. Nous avons des informations au cours des conseils de ministres. Il y a quand même des remarques assez, disons, regrettables que le président fait à l'égard de certains ministres parce que tout simplement, les missions les plus fondamentales, les plus principales n'ont pas été justement exécutées. Donc c'est un échec avéré de certains dans leurs départements respectifs et je pense qu'on est assez nombreux en République de Guinée ici qui n'ont pas pu, disons, répondre aux attentes de la population en conformité avec les différentes lettres de mission, les feuilles de route respectifs. Je pense qu'à un certain niveau, il faut que ceux qui ont la responsabilité de sanctionner ces ministres-là puissent justement prendre les responsabilités entières et éventuellement faire face aux manquements déjà constatés. Bien, comme vous l'avez dit, analyse globale, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette évaluation peut avoir un impact positif sur la gestion publique? Aujourd'hui, après, peut-être, il faut s'y attendre, hein, parce que vous avez rappelé tantôt, on fait des évaluations, mais on n'a jamais de résultats. Pourtant, les évaluations sont censées avoir des résultats. Est-ce qu'avec cette nouvelle évaluation, on peut dire que si les choses se passent telles que décrit, on peut avoir un impact positif maintenant sur la gestion publique? Vous savez, c'est pourquoi on a instauré au niveau de l'administration publique ce qu'on appelle les réductions des comptes. C'est un principe administratif qui s'impose à tout agent de l'État. Donc, quand on vous confie les fonds publics, attendez-vous justement et naturellement qu'il y ait ce qu'on appelle une réduction des comptes sur ce que vous avez pu faire de cet argent public-là. Donc c'est tout à fait naturel que ce genre d'exercice puisse se passer. Maintenant, l'impact, c'est est-ce que au cas où s'il y a des manquements, c'est ce que je viens de rappeler ici, et est-ce qu'il y aura des sanctions à la hauteur justement de ces manquements. Parce que c'est quand même le CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office du Parlement, qui parle d'une faiblesse notoire d'exécution, disons, budget de certains départements. Donc, je pense qu'il est important, encore une fois, que le CNT puisse rendre public la liste de ces départements qui n'ont pas pu faire bouger quoi que ce soit, et éventuellement,
au chef de l'État, puisque c'est le seul qui détient ce qu'on appelle un pouvoir décrétal, de prendre la décision qui s'impose. On ne peut pas continuer. Vous vous rappelez, il y a ces départements aussi qui... c'est vrai qu'il y a des départements qui sont régaliens, il y a des objectifs de l'État, il y a des priorités pour ainsi dire. Mais il y a là des départements où nous avons effectivement un véritable problème, un problème de vision, un problème de progrès à tous les niveaux. Donc, les gens, puisque, comme on dit, l'habitude à la peau dure, les gens, par manque de vision, manque de compétences, se réfugient derrière des mouvements de soutien pour pouvoir justement se faire une place. Alors qu'en réalité, quand vous bénéficiez d'un décret, surtout pour être le premier manager d'un département ministériel, vous devez pouvoir disposer toutes les compétences requises pour pouvoir faire bouger un certain nombre de choses et faire face aux défis. Alors, il y aura impact, naturellement, c'est s'il y aura des sanctions. Alors, les sanctions peuvent être positives et négatives. Aussi, les résultats sont publiés. Parce qu'on ne peut pas parler des sanctions sans résultats. Justement, vous savez, malheureusement, on nous apprend que les résultats sont publiés, mais c'est entre quatre murs. Donc, je ne sais pas si on évalue pour un groupe de personnes ou pour le peuple de Guinée. En tout cas, de toute évidence, aujourd'hui, le peuple a son opinion sur ce qui se distingue dans leur département. Il appartient justement au chef du gouvernement, comme je l'ai dit, d'avoir le courage sur lui et éventuellement évaluer, publier les résultats. Alors, publier les résultats ne veut pas dire qu'il faut mettre ça sur la place publique et pour que les uns et les autres sachent effectivement la note que Paul ou Pierre a eue. Mais ceux qui n'ont pas eu la note requise, puisque déjà il y a un cap qui est fixé, il faut s'en débarrasser. Mais on ne peut pas faire une évaluation éventuellement et après on reconduit le même gouvernement. Alors, à quoi telle évaluation? À quoi sert? En tout cas, il faut encore se poser cette question. Mohamed Debal, l'exercice peut sembler banal, mais je crois qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas une première fois qu'on assiste à une évaluation d'une équipe gouvernementale, sauf que cette fois, pour cet exercice de reddition des comptes, le Premier ministre est directement impliqué et on parle d'échange frontal. Donc, avec les équipes d'évaluation de la primature, chaque ministre viendra et dire d'abord ce qui a marché, mais aussi ce qui n'a pas marché, ce qui vous a ralenti dans le déroulement de votre feuille de route. Pas que, il y a aussi un signal politique. Nous sommes à quelques heures, quelques jours de la présidentielle en République de Guinée. On est à un mois 8 jours, hein, si je ne me trompe. 1 mois 8 jours, puisque c'est le 28 décembre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout est en train d'être réorganisé pour permettre à la Guinée de prendre un vrai élan si les résultats encore sont rendus publics, hein, comme l'a dit Yaya. Vous avez rappelé quelque chose de très important. Nous sommes à quelques semaines, disons, de la tenue de cette présidentielle qui pourra nous permettre de connaître, c'est-à-dire... 6 jours, c'est pas de la date, 6 jours. Vous comprenez? Enfin, on parle de la présidentielle, de l'élection, du scrutin. Donc, je ne vois pas, encore une fois, il faut s'interroger sur l'importance même alors de l'organisation de cette évaluation, parce que après quand même, disons, l'élection, on aura droit à un nouveau gouvernement, à un nouveau gouvernement, sûrement peut-être à un nouveau président. Donc, il faut se poser aujourd'hui la question de savoir réellement quelle est l'opportunité aujourd'hui d'organiser une telle évaluation qui pourrait s'avérer même budgétivore, même en termes d'énergie aussi, en de temps et de tout. Alors qu'on peut, disons, profiter de ce moment-là et consacrer tout ce temps, toute cette énergie-là à autre chose. C'est vrai, nous sommes quand même à la fin de la transition. Aujourd'hui, le électoral a été convoqué par le président de la République. Nous sommes pratiquement à la fin de cette transition. Si ce n'est pas une question dès mardi ou mercredi aussi, les campagnes vont démarrer. Si ce n'est pas une manière d'amuser la galerie, je ne vois pas l'organisation. Non mais oui, il faut se dire la vérité. Il faut donner un signal. Après tout, on pouvait faire cette évaluation depuis longtemps, mais attendre, disons même, l'ouverture d'une campagne pour lancer une évaluation, déjà les uns et les autres seraient occupés des différentes campagnes-là, y compris, vous allez voir. Un ministre n'est pas là pour battre campagne pour un candidat. Attention, cela a été dit. Est-ce que tu vois un peu la nomenclature même du candidat? Directoire. Non, la nomenclature
fermeture du directoire et du candidat Badi Doumbouya. Là, il faut mettre un accent particulier. Abdallah, au fait, nous sommes en Guinée. Nous avons vu tous ce qui s'est passé ici lors du scrutin référendaire. On ne souhaite pas que la même chose, qui est différente. C'est pourquoi j'ai dit scrutin référendaire. Ouais. C'est très différent, nous le savons. Mais aujourd'hui, il faut juste essayer de voir la cartographie politique de notre pays. La plupart des politiques aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants sont devenus politiques. La plupart des gens aujourd'hui qui sont en train de se réfugier derrière une casquette politique pour pouvoir cacher un peu, disons, c'est-à-dire ce manque d'efficacité. Parce que c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Le combat, je crois qu'il est connu, c'est-à-dire ce qu'il faut combattre aujourd'hui par rapport au manque d'efficacité, par rapport à ce qu'on appelle cette question liée à la reddition des comptes, à la redevabilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Toute l'évaluation dont on nous parle aujourd'hui tourne autour de ça. Comment aujourd'hui parvenir quand même à améliorer l'efficacité de l'administration, notamment le gouvernement, qui considère même qu'une administration performante est le pilier quand même du développement économique. Et nous sommes tous d'accord que l'évaluation vise à renforcer l'efficacité et surtout aussi l'efficience et l'objectivité des services publics. Mais si tel est le cas, je crois qu'il faut attendre après l'élection présidentielle pour pouvoir évaluer, c'est-à-dire après 3 mois de gouvernance, c'est-à-dire du nouveau gouvernement qui sera mis en place, pour pouvoir évaluer, c'est-à-dire la performance des uns et des autres. Comment le nouveau président va-t-il percevoir l'évolution si aujourd'hui on n'évalue pas ? Parce qu'après tout, si on doit aller dans chaque département pour demander c'est ce qui a marché, c'est ce qui n'a pas marché, ce qui va marcher, je crois, bon, c'est un avis personnel, hein, c'est une opinion, hein, ça ne concerne que moi. Je peux dire qu'aujourd'hui, avec les résultats, le président à venir n'aura pas beaucoup de temps sur la planche. Et qu'on ait l'efficacité. Il y a une autre question très importante aussi qu'il faille se poser. Qui sont les évaluateurs ? Quelle est leur qualité? Des cadres de la primature. Quelle est leur qualité? Parce que c'est aussi important. Il faut questionner à ce niveau. Qui sont les évaluateurs? Quelle est leur qualité? C'est-à-dire, disons, cette influence qu'on peut avoir réellement pour évaluer quelqu'un. Parce qu'il faut évaluer quelqu'un dont on dépasse quand même de niveau. Maintenant, si vous dépassez quelqu'un à niveau, c'est très difficile que l'intéressé vous évalue. C'est comme si quelqu'un qui ne sait pas parler le français vous dit vous avez fait une très belle émission aujourd'hui, vous maniez très bien la langue de Molière. Il faut vous revoir parce que tout simplement c'est que ce ne sont pas des compliments là. Ça va être très compliqué. Il faudrait qu'il y ait des cadres qui puissent quand même faire la dernière évaluation, je crois que c'était sous Goumou, Bernard Goumou, la dernière évaluation, tout ce qui s'est passé ici, après tout, il y a eu des rumeurs autour de certains ministres qui auraient eu 0,3 ou 0,2. Et il n'y a jamais eu, c'est-à-dire ces notes n'ont jamais été rendues publiques. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? On a vu quelques évaluateurs qui n'étaient pas aussi, disons, exempts de tout ce qu'on peut reprocher à un gouvernant ou, disons, à un cadre de l'administration. Parce que la plupart sont passés ici, dont les résultats de gouvernance ont été connus. Donc ça va être très difficile aujourd'hui en termes de jugement. Je vous le dis encore une nouvelle fois, c'est une façon d'amuser la galerie. On en a beaucoup de chats à fouetter en ce moment-là. Il faut se concentrer sur cette fin de transition et pouvoir faire. Parce que pour le président qui viendra, il suffit juste aujourd'hui de voir un peu l'épuisement des différents budgets alloués aux différents départements pour savoir réellement la réalisation aussi des projets. Si vous prenez le ministère de la Justice, on sait réellement s'il y a eu des réformes engagées dans ce département-là, quel est aujourd'hui le niveau d'exécution de ces différents projets-là en termes de réformes et autres. Donc, l'évaluation se fait naturellement. Si vous prenez le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, le ministère de la sécurité, il faut évaluer selon quand même la lutte contre l'insécurité aujourd'hui. Vous prenez le ministère des hydrocarbures, et l'impact aujourd'hui, notamment de la disponibilité du carburant et autres. En fait, je crois que c'est très facile aujourd'hui. Ce qu'on est, on n'a plus rien à faire. Il faut s'offrir un autre spectacle. Et finalement, c'est ce qu'on voit. Cette évaluation ne devrait même pas avoir lieu. Est-ce qu'on peut voir cela d'un autre œil, c'est-à-dire à l'interne, permettre
à ces ministères ou aux équipes à documenter, analyser, justifier et peut-être créer, comment on appelle le terme, l'électrochoc au sein des ministères qui sont souvent accusés d'inertie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la remarque faite par le CNT. Je pense que il est important que la primature qui doit pouvoir évaluer ce cadre ou ces ministres-là puisse avoir toutes les compétences requises. Et je le pense, puisque au-delà des niveaux intellectuels ou scientifiques qu'on peut avoir dans l'administration, je crois que si la volonté politique est là, alors si ce n'est pas pour reprendre un peu ma mère, si ce n'est pas pour amuser la galerie, le cadre de la primature, je pense que, j'ose croire qu'ils seront en mesure justement de l'évaluer, puisque ce n'est pas tellement aussi difficile. C'est-à-dire que votre département est là, il y a votre budget d'allocation qui est là, il y a votre feuille de route qui est là, bien. Il y a les objectifs qui vous sont assignés. Soit à partir de là, je pense que c'est très facile de pouvoir justement faire une évaluation objective et rendre les résultats. Alors maintenant, ce qu'il faut, la question qu'il faut soulever, c'est s'il n'y aura pas ces conflits d'intérêts qui peuvent à un certain niveau entacher l'évolution ou la bonne marche de cette évaluation. Encore une fois, ça peut poser plusieurs questions dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un contexte électoral. On se prépare pour l'échéance présidentielle de 2025. Alors, l'évaluation, elle servira de quoi? Des sitôt. Est-ce peut-être pour préparer éventuellement le président qui sera élu, pour pouvoir se préparer éventuellement, mettre à côté ceux qui n'ont pas pu quand même faire quelque chose et évoluer avec ceux qui ont quand même pu avoir quelques résultats. La question reste posée, ou tout au plus, parce que de toute évidence, je pense que il ne le fera pas, je vais dire le président. Pour l'instant, on ne touchera personne. Peut-être l'évaluation va être faite, mais l'évaluation, c'est pour 6 jours, si je ne me trompe pas. C'est pour 6 jours. Et c'est à se demander, est-ce que... 5 jours. 5 jours. De 20 au 25, normalement. Comment tout cela va être fait pour pouvoir justement évaluer. On a une trentaine de départements désormais. Ouais. Comment tout cela va être fait. Et avec l'efficacité exigée dans le cadre de cette évaluation. Parce que l'évaluation... Et il y a des ministres qui sont à seulement 3 mois de gestion. Il faut en tenir compte. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ces ministres-là, je crois qu'il y aura une évaluation aussi peut-être à part. Notamment le ministre de la Jeunesse, c'est le Baldé. Celui, je pense, des pêches, Fassou Théa. Et les nouveaux ministères là, du tourisme également. Mamadou Abdoulaye qui doit venir, Diallo, et d'autres qui sont venus s'ajouter à cette nomenclature gouvernementale, nouvelle nomenclature. De l'énergie, je crois aussi. Et oui, le ministre de l'énergie, de l'hydraulique, il y a de l'énergie maintenant, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Et celle du commerce. Oui, du commerce également, parce qu'il a été aussi détaché. Oui, justement. Donc ça veut dire tout simplement que il y aura les 5 là à part, il y aura certains aussi qui sont là. Et depuis le début de la transition, il y a des chefs de département qui n'ont pas bougé. Donc, ce sont des gens, à mon avis, qui sont habitués à ces différentes évaluations. Vous me le rappelez, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des ministres qui ont toujours gardé leur fauteuil. C'est quand même très rare. Oui, c'est très rare. C'est très rare. Ils sont là. Donc, je crois que c'est très important de le faire, puisque avec tout ce que nous entendons, la déclaration d'intention, les volontés ou la volonté exprimée par l'OCNRD de créer ce qu'on appelle une rupture, ça doit aller avec des hommes et des femmes intègres, compétents et qui sont en mesure quand même de produire quelques résultats. On ne peut pas aller avec un copain parce que tout simplement c'est un cousin et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'au-delà de l'évaluation du gouvernement, nous avons ce gouvernement-là qui regorge des directions très importante. C'est en cela que j'ai dit, le délai, à mon avis, ça frise un peu, disons... La comédie. En 5 jours, vous estimez qu'on ne pourrait pas évaluer tous ces ministres? Toute une administration. Et vous vous rappelez très bien la précédente évaluation où on avait pris quelques directions issues de certains départements ministériels pour pouvoir justement les évaluer. Pas toutes les directions. Or, aujourd'hui, les départements dont on parle là se reposent sur des directions nationales ou directions générales aux urgences qui font fonctionner ces départements-là. Donc, comment peut-on évaluer un chef de département sans pour autant
qu'on puisse justement évaluer les différentes directions. Alors, est-ce que c'est le département qui, à son tour, évaluera ces différentes directions-là? Toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la primature, à un certain niveau, puisque c'est devenu déjà une tradition républicaine, évaluer le département, mettons en place une commission indépendante, peut-être qui sera présidée par le Premier ministre, c'est sa première vocation de mener l'action gouvernementale. Donc, il doit être à côté avec son cabinet, mais aussi des personnes, des ressources qui sont désignées à cet effet-là pour pouvoir faire une évaluation en bonne et due forme. On nous apprenait que avec la deuxième ou la première évaluation, il y avait certains ministres d'Alpha qui ont participé à l'évaluation du gouvernement. Donc, ça veut dire tout simplement que on savait déjà, ou on connaissait déjà les résultats qui pourraient sortir dans ça, parce que quand même, certains ont été remerciés par manque de résultats. Alors, vous prenez de telles personnes pour aller évaluer une équipe gouvernementale, vous voyez bien ce qui pourrait sortir dans ce cadre-là. Donc, je pense que, puisque l'objectif, c'est faire en sorte que le gouvernement puisse, encore une fois, être à la hauteur des attentes des uns et des autres, il faut fondamentalement qu'on ait des hommes et des femmes capables aussi d'impulser ces différents départements et éventuellement avoir les résultats escomptés. On ne peut pas continuer dans cette léthargie, Abdallah. Ouais, on ne peut pas en tout continuer. Politiquement, le bas, j'insiste encore, est-ce qu'aujourd'hui, cette évaluation permettra de tracer une ligne entre les ministères performants et d'autres qui peinent à dérouler leur feuille de route plus loin? Est-ce qu'on peut dire que cette évaluation est en train de préparer une future équipe ministérielle pour le futur président? Le futur président, déjà, la plupart des candidats ont déjà en tête, c'est-à-dire la nomenclature de leur gouvernement. Ça, c'est naturel déjà, à moins que c'est le président actuel qui est, disons, qui sera élu, nouveau président, disons, de la Guinée, peut-être qui pourrait, disons, pas... Ça dépend, tout peut changer. Non, c'est pourquoi les deux hypothèses existent. Voilà, c'est pourquoi je suis en... Parce qu'il est candidat, c'est bien possible qu'il soit aussi élu. Donc il a la même chance que les autres candidats ou les autres candidats auront la même chance que lui. Donc peut-être à partir du second tour, s'il y en aura, on peut y penser. Donc faut pas l'occulter. Les alliances sont là. Maintenant, si les chances, c'est-à-dire se rangent de son côté et que c'est lui qui est élu, il connaît beaucoup de gens aujourd'hui, il n'aura même pas besoin, disons, de les évaluer naturellement, c'est-à-dire ça se dégage selon la performance individuelle de chacun. Et par rapport aux réformes, c'est comme je l'ai dit tantôt, aux réformes engagées au sein de ces différents départements-là, nous l'avons dit. Moi, la dernière fois, j'avais pris l'exemple ici sur le ministère de la Justice. Depuis, disons, l'arrivée du nouveau ministre, à part des discours, les réformes sur le terrain, vous allez voir encore, c'est les réformes engagées depuis l'ancien ministre, Charles qui était là, notamment la construction ou la rénovation de quelques tribunaux par-ci par-là. À part ça, presque vous n'y voyez pas. Le principe de continuité, puisqu'il fait son conseil personnel. Il n'y a pas de problème par rapport au principe de continuité, mais encore une fois, il faut se dire que ce sera... moi, ce processus, pour le moment, je le trouve vraiment et potentiellement dilatoire parce que dans un contexte où nous sommes en fin de transition, je crois que les priorités ne devraient pas être sur une évaluation dont les résultats sont connus d'avance. Moi, je vais toujours continuer à m'interroger sur la qualité même des évaluateurs parce que c'est de là aussi naît un autre problème. Si la qualité des évaluateurs est à revoir, je crois que les résultats déjà peuvent être connus d'avance. C'est pourquoi aujourd'hui il faut interpeller le gouvernement. S'il doit y avoir des fonds, disons, qui doivent être injectés dans cette évaluation-là, ce fonds pourrait être utilisé autrement, notamment peut-être la construction de nouvelles écoles ou encore une fois servir à autre chose. Pour le moment, je crois que la République n'a pas besoin d'une autre scène de comédie. Il faut attendre la nomination d'un nouveau gouvernement ou l'élection d'un nouveau président pour voir réellement ce dont on a besoin. Quand on prend aujourd'hui les départements, on n'en parle pas assez. Mais chaque département aujourd'hui, en termes de réalisation, vous voyez de loin. Vous voyez de loin ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, ce qui n'a jamais été fait et ce qui doit être fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut encore patienter jusqu'au 25 novembre 2025 pour voir en tout cas ou savoir l'issue de cette
évaluation gouvernementale qui n'est pas une première en République de Guinée. Parlons de cet autre sujet. Conakry a accueilli du 12 au 14 novembre 2025 la 7e édition ouest-africaine du Transform, ou la première édition côté ouest-africain du Transform Africa Summit, un rendez-vous dédié à l'innovation placé sous le thème « Innover localement, impacter globalement ». 3 jours d'échanges intenses, mais qu'est-ce que la Guinée en tire concrètement? Pour répondre à cette question, notre invité est déjà au bout du fil, M. Youssouf Haribo. Il est le directeur général de l'ANDE. L'ANDE, c'est l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Camara. Merci d'accepter notre invitation. Bienvenue dans le scanner. Merci à vous. Et première question, d'abord avant peut-être, quel était l'objectif principal de la Guinée en accueillant cette première édition ouest-africaine du Transform Africa Summit? 7e édition du Transform Africa Summit, première édition du côté ouest-africain. En effet, la Guinée a accueilli du 12 au 14 novembre 2025 la 7e édition du Transform Africa Summit. L'objectif était donc de parler d'intelligence artificielle, l'IA pour l'Afrique, innover localement et impacter globalement, avec environ 40 panels qui regroupaient des spécialistes du monde entier, parlant de l'IA sur 4 thématiques différentes. Et donc l'IA est un levier de souveraineté et de développement. À cet effet, l'idée forte était de rappeler à tout un chacun que l'IA n'est pas un luxe, mais plutôt un outil de transformation pour l'éducation, la santé, l'économie, l'administration publique. Donc, c'est ancré dans nos réalités africaines, nos langues et nos priorités. Donc, Conakry est devenu pour la première fois en Afrique de l'Ouest la capitale du numérique africain pendant ces 3 journées. Ce que nous pourrons dire, c'est que ce sommet a vraiment positionné l'IA comme un outil de souveraineté et de transformation inclusive pour l'Afrique. Et Conakry comme un nouveau centre de gravité du numérique africain. Ça a été une fierté pour nous, donc, de recueillir ce beau monde qui a enregistré quand même 7000 participants avec 70 nationalités venues de tous les horizons. Alors, qu'est-ce qu'on en gagne quand on sait effectivement que les défis sont multiples dans notre pays ici en termes d'infrastructure numérique? Vous venez de rappeler que la Guinée vient d'être le centre qui gravit le numérique continental, c'est vrai, avec plus de 5000 participants, mais concrètement, qu'est-ce qu'on gagne pour pouvoir changer un certain nombre de choses? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Transform Africa Summit est organisé par Smart Africa, qui aujourd'hui est passé à une alliance de 42 États. Conakry n'a fait qu'accueillir ce sommet. Il y a des retombées pour l'ensemble des pays de cette alliance, mais également pour nous-mêmes. Je l'ai rappelé lors de mon passage sur votre plateau, pour dire que ça donne de la visibilité pour pays la Guinée. Alors, pour revenir disons, à tous ces actes et protocoles qui ont été signés lors de ce sommet, je dirais que oui, MOU, protocole ou alliance ont été scellés. En tout premier, c'est d'abord entre Africa et l'organisation Visa. Visa qui est donc un outil de paiement numérique, d'accord. Et l'objectif de ce premier protocole signé avec Visa était la promotion des services numériques et de paiement électronique comme moteur de développement économique. Donc l'attente est de faciliter les paiements transfrontaliers entre les pays africains, réduire la part du cash dans nos économies africaines. Vous êtes témoin récemment dans notre pays de la crise de liquidité, si on peut le dire ainsi.
Et ça doit aussi amener nos États à accélérer l'inclusion financière. Donc les paiements électroniques doivent être privilégiés au détriment du cash. Et enfin, de créer une base solide pour les services publics en ligne. Donc nous avons aujourd'hui tous les services ou les démarches administratives qui doivent être dématérialisées et qui aussi iraient vers les citoyens, quelle que soit leur localité sur le territoire. Donc Visa et d'autres moyens de paiement que nous connaissons en Guinée, tels que Paycard, Kulu et bien d'autres, devraient aussi être outils monétiques qui doivent être privilégiés dans le sens de faciliter l'accès en ligne à des services publics et de procéder à des paiements par des moyens électroniques, ce qui serait un avantage considérable pour nos concitoyens. Bien. Le deuxième protocole, c'est avec une organisation appelée Ascend Digital Solutions. En fait, cette alliance qui est présente au niveau du Ghana est une entreprise technologique panafricaine spécialisée dans les plateformes numériques de grande échelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que il y a des échanges de données intergouvernementales, l'interopérabilité des systèmes étatiques, l'identité numérique et les systèmes numériques, mais aussi les paiements et le e-commerce public. Le e-commerce se fait de plus en plus ressentir au niveau de nos États. Les attentes au niveau de ce deuxième protocole est d'être en place un cadre de partage de données entre nos États. Ceci est extrêmement important parce que au niveau de l'espace CEDEAO, au-delà des passeports, nous pouvons voyager au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec nos cartes d'identité. Exactement, nos cartes biométriques. Mais cela doit s'étendre aussi vers d'autres espaces, le CEMAC, jusque vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. Donc, ceci est vraiment un système qui permettrait vraiment aux Africains de pouvoir voyager entre différents États. Le troisième, qui n'est pas des moindres, est vraiment le Youth Connect Africa, c'est-à-dire c'est la jeunesse et l'entrepreneuriat. C'est un autre protocole signé pour lequel il est question de créer un réseau panafricain de jeunes innovateurs, accélérer l'accès des jeunes aux opportunités de financement, leur visibilité et puis d'autres partenariats, et enfin de faire émerger des champions africains sur l'IA et le numérique. Donc la dernière journée justement a vu l'octroi de grands prix à des jeunes qui se sont fait découvrir par leur innovation. Et le quatrième est donc Smart Africa a signé aussi un protocole avec le gouvernement de Gambie. Alors, pour la mise en place de SADA. SADA, c'est Smart Africa Digital Academy. La Côte d'Ivoire en a eu un en 2023. D'autres pays ont souscrit à SADA. La Guinée également est en train de travailler sur ce protocole-là pour mettre en place le Smart Africa Digital Academy. Donc, c'est une académie qui aussi viendrait rejoindre Simon au niveau de notre pays pour faciliter au pays d'être une vitrine pour la mise en œuvre de cette académie, mais aussi de créer un modèle de productif pour d'autres États. Monsieur Haribou, vous avez cité assez de projets avant de vous laisser évoluer. Aujourd'hui, quels sont concrètement les projets qui seront immédiatement exécutés en République de Guinée? Très bien. Alors, pour nous, le premier, c'est donc déjà utiliser notre infrastructure de données, notre data center, avec d'autres pays africains. Nous avons eu des échanges avec le Sénégal, mais aussi le Bénin et pas des moindres, pour réfléchir sur la possibilité de stocker nos données souveraines au sein de nos États, mais aussi voir la possibilité de repliquer vers d'autres États qui sont aussi frontaliers avec la Guinée. Je vous rappelle que la SOGED, qui est la société de gestion du backbone national,
à raccorder d'autres pays tels que le Libéria, la Côte d'Ivoire, c'est déjà effectif, mais aussi le Sénégal via le Mali. Donc cette interconnexion terrestre avec les pays permet de transférer, comme dans le cadre de l'énergie, de transférer les données d'un État à un autre. Donc c'est une opportunité pour nous, au-delà qui pourrait être localement, de pouvoir accéder à nos données à travers d'autres pays avec lesquels nous aurons signé ce protocole. Donc cette action est vraiment effective, mais également le partage d'expériences avec nos voisins, mais aussi d'autres pays de l'espace Smart Africa, dans le sens de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Donc ça, oui, ce sont également des réflexions qui ont été très poussées et à l'effet vraiment d'accélérer l'innovation et l'intelligence artificielle entre nos États. Il y a un protocole qui a été signé le dernier jour avec le Sénégal, mais pour lequel nous ne pouvons pas divulguer encore disons, le contenu en attendant que nous ayons, disons, les autorisations en ce sens-là à travers donc notre tutelle. Pourquoi, pour le cas de la Guinée, ces projets, une fois c'était exécuté, quel va être l'impact, disons, sur la population? L'impact direct. L'impact direct, aujourd'hui, c'est d'abord les démarches administratives, les services publics. Aujourd'hui, il y a une forte volonté du gouvernement à travers le ministère des Postes et des Télécommunications et de l'économie numérique d'accélérer le déploiement des services publics à l'intérieur du pays. C'est pas simplement Smart Africa qui a, à travers le TAS, vous êtes certainement témoin de la possibilité aux concitoyens d'avoir accès d'initier l'obtention des passeports à travers certaines régions pilotes aujourd'hui. Donc ce qui est valable pour les passeports est également valable pour les cartes d'identité, mais également d'autres démarches administratives, que ce soit dans le système éducatif, au niveau de l'identification et bien d'autres, dans nos régions. Donc ça, c'est les infrastructures qui sont déjà disponibles à travers la fibre optique de la SOGED, mais permettant à travers nos bureaux postaux pour nos concitoyens de venir accéder aux démarches administratives. Ils n'ont plus besoin de faire des 100 km, 150 km et bien plus sur Conakry pour avoir accès à ces démarches administratives. Nous allons les initier à l'intérieur du pays et ça, c'est vraiment des solutions qui sont très bientôt disponibles à partir de 2026 au niveau de certaines de nos sous-préfectures pour nos citoyens où qu'ils soient sur le territoire national. Alors, M. Haribo, vous venez de rappeler quand même de très belles perspectives, mais jusque-là, il y a une question qui se pose d'elle-même, c'est les moyens pouvant permettre à la Guinée et certains États voisins de faire face aux besoins. Vous parlez des centres data qui exigent beaucoup de moyens. Alors, comment faire en sorte que, puisque vous parlez d'une souveraineté numérique, il faut qu'à un certain niveau que nous puissions héberger nos données dans nos différents États. Comment faire en sorte que les États qui sont concernés, notamment à nos voisins, comment faire en sorte que les efforts soient mutualisés pour faire face, disons, à la mise en place de ces disons, data centers? D'accord. Alors deux choses. C'est vrai, la question de mutualisation, mais chaque État travaille quand même sur un certain nombre de projets, que ce soit dans le secteur des infrastructures, que ce soit dans le secteur de l'énergie, parce que les centres de données, ça consomme énormément d'énergie. L'énergie principale, qui est donc la fourniture à travers le réseau EDG, je rappelle que dans notre centre de données au niveau de la Guinée, il y a deux arrivées de l'électricité EDG. Mais au-delà, il y a aussi l'énergie alternative. C'est la présence de groupes électrogènes de 450 kVA chacun, mais également une énergie tertiaire qui serait un système solaire. Alors, c'est une question de programmation.
rien ne se fait sans programmation et meilleure planification. Si ces centres de données qui sont data centers sont vraiment gourmands en termes énergétiques, il est important de pouvoir, dans la loi de finances initiale et loi de finances rectificatives, de programmer l'obtention de ressources suffisantes à l'effet d'avoir ces 3 sources d'énergie et alternatives pour alimenter notre centre de données. Donc c'est pas anodin. Si par le passé nous avions nous de sorte à ne pas pouvoir répondre à ces sollicitations-là, c'est aussi par notre expertise dans le secteur des télécommunications de rappeler au gouvernement, mais aussi à nos honorables députés au niveau de l'Assemblée, qu'il est important de pouvoir, dans la programmation budgétaire, la mise à disposition des ressources suffisantes à l'effet de pouvoir supporter ce qui est demandé au niveau de nos centres de données. Eh bien, alors, dans le cadre de la mutualisation avec nos États, cette réflexion, nous avons décidé qu'il est important de mettre en place, la SOGEP par exemple, il y a une alliance qui a été mise en place avec les autres États et dont le siège a été inauguré au niveau de Conakry. Donc dans le cadre des partages, des raccordements transfrontaliers. C'est ce qui va se passer aussi au niveau des agences en charge de la transformation numérique au niveau des pays. Nous réfléchissons dans la même approche à l'effet de créer une alliance sous-régionale comme la CEDEAO pour que nous puissions réfléchir régulièrement sur le partage d'expériences, sur comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos concitoyens puissent aussi être satisfaits dans le cadre de la transformation digitale, l'accès, l'inclusion financière au niveau des différentes localités dans notre pays. Donc c'est vraiment des réflexions qui sont poussées comme ça pour que nous fassions en sorte que la transformation digitale soit une réalité dans nos États. Maintenant, cette autre question, quelle avancée ce sommet a-t-il apporté spécifiquement à l'ANDE que vous dirigez, l'Agence nationale de digitalisation de l'État dans sa mission de modernisation des services publics? Nous aurons l'occasion de passer sur votre plateau pour vraiment aller en détail au niveau des différentes rencontres que nous avons eues. Je citerai avec l'Estonie. L'Estonie est un pays, je dirais, le pays le plus digitalisé au monde. Ils ont été fortement représentés au niveau du TAS. Pas moins de 5 ou 6 agences estoniennes étaient présentes. Une agence en termes d'identité numérique, une académie, mais également d'autres qui évoluent sur d'autres aspects. Donc nous avons eu de belles rencontres avec l'ensemble de ces agences-là et le ministère, l'ANDE a pris part à cela, mais également d'autres agences tunisiennes avec lesquels nous avons échangé sur la possibilité de nous accompagner dans le cadre de la modernisation de notre administration. Donc à cet effet, des réflexions seront poussées avec le secrétariat général du gouvernement, mais aussi le ministère de la fonction publique qui travaille déjà avec des cabinets, un cabinet sur le cadre de modernisation de notre administration publique. Donc ça c'est quelque chose aussi, la réflexion sera poussée avec eux. Nous avons rencontré une agence Irembo du Rwanda qui a un contrat avec l'État rwandais pour dématérialiser l'ensemble des démarches administratives selon différents secteurs, transport, sécurité ou alors système éducatif et tout. Donc le Irembo est une agence avec laquelle on avait signé un protocole en 2023 lors de la semaine du numérique, mais nous avons fait évoluer les réflexions au niveau de ce protocole et nous allons très prochainement commencer avec eux à nous accompagner dans le cadre de la dématérialisation des démarches administratives. Donc ce sont déjà 3 protocoles que je signe là, qui sont toujours en réflexion, et je dirais que l'ANDE a en profité de ce TAS pour vraiment avoir de belles rencontres avec différentes entités lors de ce sommet. Et peut-être avant de vous laisser partir, peut-on déjà affirmer que la Guinée a aussi capitalisé sur ce sommet à la hauteur des attentes? Je dirais que le TAS est une opportunité que la Guinée a su saisir.
Ces accords sont vraiment une belle opportunité pour le pays. Nous sommes à la fois un pays hôte, acteur de la souveraineté des données avec notre data center, le point GN, les infrastructures terrestres de la SOGEB, et partenaire sur des projets comme la commande publique numérique et les académies digitales. Donc l'enjeu maintenant, c'est de transformer, disons, tous ces protocoles en projets concrets sur notre territoire, au niveau de la Guinée, et au service de nos citoyens, des entreprises et de la jeunesse du pays. Bien, ce qui est compris, M. Youssouf Haribo, directeur général de l'ANDE, était notre invité. Avec lui, on parlait du Transform Afrique Summit 2025 qui s'est tenu à Conakry du 12 au 14 novembre dernier et des grandes résolutions. Merci M. Haribo, merci de répondre à nos différentes questions et nous estimons que tous ces accords signés seront réalisés dans un bref délai et que ce ne sera pas que de la théorie, mais la réalisation carrément sur le terrain ici en terre Guinée. Moi, je vous remercie, M. Camara. Merci bien. Et après la pub, nous allons prendre la direction du Sénégal. Le Sénégal où le président Diomaye Faye a rencontré des cadres, des membres du PASTEF. PASTEF est dirigé par Ousmane Sonko, vous le savez certes déjà. Depuis quelques jours, le torchon brûle entre les deux. On va le dire, le président de la République du Sénégal et son premier ministre Ousmane Sonko. Ce sera tout à l'heure après la pub. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. À notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de local-véhicule. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service actif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc j'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui se... Non, chacun a son vie. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV.
CAVI-TV, la télé du développement. CAVI-TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. CAVI-TV, regardez la lumière. CAVI-TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamono. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise Ouamono. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. CAVI-TV, regardez la lumière. CAVI-TV, la télé du développement. CAVI-TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. CAVI-TV, la télévision de développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 10h30 et nous prenons la direction du Sénégal. Diomaye, c'est Sonko. Sonko, c'est Diomaye. Je reste dans le parti. Déclaration faite par le président Bassirou Diomaye Faye devant le bureau politique du PASTEF, qui coupe certes court aux rumeurs de tension avec son premier ministre et mentor Ousmane Sonko, mais ce message suffit. Est-il à calmer les ardeurs? Je commence par vous, Mohamed Leba. Le micro, c'est bon, allez-y. Il en fallait cette réunion, surtout pour non seulement décrisper la situation, disons, très tendue entre les deux, mais aussi à dégonfler un peu les tensions entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Je crois que Sonko Faye aujourd'hui comprennent quand même la situation qui va au-delà de ce tandem-là, hein, parce que ces différentes guerres aujourd'hui entre les deux renforcent davantage la position, disons, des détracteurs contre tout ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire de la gestion aujourd'hui du pouvoir par Diomaye Faye, avec tout ce que le Sénégal connaît aujourd'hui en termes de crise, surtout sur le plan économique. Il faut dire que cette réunion entre le bureau politique national et de PASTEF, des Patriotes et le chef de l'État est intervenue quand même dans un climat fraternel pour résoudre des tensions qui sont nées d'une, disons, restauration de la coalition présidentielle. Et nous l'avons dit la dernière fois que cette coalition quand même qui a été Diomaye Faye disons, au pouvoir
nous connaissons aujourd'hui des causes directes de ces différentes tensions-là, des causes indirectes, notamment on va parler de l'annonce du 11 novembre de la fin des fonctions d'Aïssatou Mbodj à la tête de la coalition Diomaye président et son remplacement par l'ancienne ministre Aminata Touré qui qui s'avère quand même très proche de Diomaye et de Macky Sall. Surtout avant l'arrivée de Diomaye à la présidence. Donc il y a aujourd'hui quand même... Elle était proche de Macky, mais ce n'était plus le cas. Des adversaires. Désormais, c'est juste son rappel. Désormais, ce sont des adversaires politiques, mais il faut dire quand même qu'elle est très proche aujourd'hui de Diomaye. Et de l'autre côté, celle qui a quitté Mbodj, nous connaissons sa place aujourd'hui quand il s'agit quand même d'Ousmane Sonko. Donc, ce sont des différentes décisions et finalement qui quand même se sont avérées la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça n'est suivi, disons, une autre situation très tendue entre les deux, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et cette réunion avait pour objectif notamment, disons, la rencontre qui s'est tenue à la présidence de la République sénégalaise, renforcer la cohésion interne et réaffirmer surtout la solidité du tandem. Vous l'avez rappelé, Diomaye qui parle, c'est-à-dire dont on aujourd'hui, qui pourrait permettre à certains, c'est-à-dire qui aujourd'hui tentent le tout pour le tout quand même, pour disons rapprocher les positions, qui les permet de parfaire leur combat, de voir encore une nouvelle fois Diomaye Faye et Ousmane Sonko conjuguer le même verbe, aller dans la même direction, parce que selon beaucoup de réactions aujourd'hui, les suites, disons, de cette rencontre ont été marquées par des communications, notamment visant à rassurer l'opinion nationale, mais aussi l'opinion publique, l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale. Donc, des dénonciations de rumeurs, il y en a eu, et on attendra de voir lors de la prise de parole d'Ousmane Sonko pour voir réellement est-ce que ce que dit Diomaye aujourd'hui semble être consommé de son côté. Est-ce qu'on pourrait enfin, disons, assister à une réconciliation, parce que c'est vrai que ce n'est pas tant visible ou ce n'est pas aussi officiel des déchirures entre les deux personnes. Il faut quand même se dire que c'est une réalité sur le terrain à travers, disons, le comportement des uns et des autres, et surtout aussi par rapport à ces différentes sorties. Nous avons connu le meeting qui a quand même poussé Diomaye à réagir à travers cette nomination. De l'autre côté, pour Ousmane Sonko, pour l'air, c'est un silence radio, et sûrement sa prise de parole pour parler un peu, disons, de cette réunion pourrait encore nous édifier davantage sur le sort de ce duo aujourd'hui, de ce tandem qui se transforme, disons, c'est-à-dire un véritable cauchemar, non seulement pour les alliés de ces deux-là, parce que on peut tout dire. Il faut quand même reconnaître que Diomaye et Sonko appartiennent exclusivement au PASTEF. Donc ce sont des fruits du PASTEF. Ce sont deux personnes qui se connaissaient très bien, qui avaient quand même confiance l'un envers l'autre. Il faut quand même se dire que cette tension qui monte dans notre cran pourrait peut-être prendre une nouvelle tournure si les deux n'arrivent pas à mettre la balle à terre, et que, disons, cette réunion n'arrive pas à résoudre ce problème aujourd'hui qui existe. Ce problème qui existe, comme le disait l'autre, il faut le rappeler, la politique n'a pas le niveau de la médecine Yaya Diallo, elle ne guérit pas les maux. Donc, à entendre en tout cas le président Diomaye Faye, il veut couper court à toute spéculation et mettre en avant l'unité qui reste quand même, qui doit rester intacte au sommet de l'État, puisque c'est un duo qui dirige aujourd'hui le Sénégal. Mais sauf que dans l'histoire du Sénégal, les duos n'ont toujours pas marché, on se rappelle. On se rappelle de l'histoire de Senghor et de Mamadou Dia, qui se sont effrités au cours de leur chemin. C'est pourquoi beaucoup parlent, disons, d'une éventuelle répétition de l'histoire dans le cadre de la politique sénégalaise. Ce qu'il faut rappeler, est-ce que ces deux personnalités aujourd'hui qui constituent l'exécutif sénégalais aujourd'hui, ce sont des gens quand même qui ont mis en place un projet qui
était carrément ou diamétralement opposé avec le système qui existait déjà au Sénégal. Parce que tout est parti de là. Ce sont des jeunes gens à partir sur les bancs de l'université qui ont réfléchi sur un projet de rupture face à ce qu'ils considèrent comme étant des pratiques néocolonialistes du côté du Sénégal et surtout cette influence notoire de la France-Afrique à travers un certain nombre de choses. Alors, ils se sont mis d'accord, ils ont essayé de mettre en place un projet de rupture, parce que c'est ça, au-delà de cette, disons, cette guerre aujourd'hui, où ces prises de position par médias interposés, il y a là une guerre idéologique aujourd'hui qui se manifeste entre les deux. C'est-à-dire que c'est à se demander maintenant entre Diomaye et Sonko, qui était, disons, le véritable panafricaniste ou qui ne l'était pas. Parce que le pouvoir révèle tout. On s'en rend compte qu'au début, moi je revois les vidéos de 2024 avant qu'il ne soit, 2023-2024 avant qu'il ne soit, disons, élu président. Je vais parler de Diomaye et de Sonko. Et vous voyez comment ils essayent de présenter ces projets de rupture-là. Mais on a du mal à retrouver Diomaye parce que de par ses agissements, de par la composition même de son gouvernement ou de par ses rapprochements avec certains qu'on considérait hier comme étant les véritables problèmes du Sénégal, c'est pas exclu, c'est de la politique, on ne peut pas non plus venir et puis voilà faire table rase, mais il y avait quand même là une part, une identité dans le cadre, disons, de leur projet de société. Alors je pense que tout est parti de là et éventuellement il y a des intérêts politiques aujourd'hui qui se divergent. Il y a Sonko qui a été empêché à travers de manœuvres politico-judiciaires pour qu'il soit candidat. Éventuellement, on l'a proposé parce que c'est à se demander pourquoi c'est Diomaye qu'on avait choisi. Or, au sein du PASTEF, il y avait des hommes et des femmes capables, disons, d'exercer la fonction présidentielle. Et puis, qui avaient même beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de la poigne que Diomaye. Alors finalement, on a dit Diomaye. Et je crois que Sonko, on dit que c'est Sonko qui avait misé sur lui, mais nous savons très bien qu'il y avait aussi quelques, disons, conseils tapis dans l'ombre qui ont influencé pour que ça soit Diomaye. Pour quelle fin? Alors, nous sommes en train de se rendre compte effectivement qu'aujourd'hui, Diomaye ne veut pas aller dans le cadre d'une rupture qui allait ou qui était, disons, en conformité avec les projets de société. Donc, la rupture vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Sonko l'a rappelé, ils sont venus pour pouvoir changer un certain nombre de choses. Parce que, rappelons quand même l'histoire. Aujourd'hui, le Sénégal, qui est dans une zone qu'on appelle, disons, l'OFAN-CFA, la Côte d'Ivoire, nous avons l'AES. Le Sénégal qui est quand même écroué par des dettes. Évidemment, évidemment. Donc, pour Sonko, les enjeux, c'était, disons, la souveraineté monétaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Plus de 80% des réserves financières du Sénégal et certains États disons, de la CEDEAO sont gérés à partir du trésor public français. Vous voyez très bien. Donc, il n'y a pas une souveraineté monétaire. Et donc, le PASTEF est venu justement pour pouvoir régler tout cela. De l'autre côté, c'est la souveraineté sécuritaire. Vous savez très bien que la part des bases militaires françaises qui existaient là-bas, c'est vrai qu'on a assisté à une démantelage.
traditionnel qui est là, connu de tout le monde aussi, encore une fois, qui manœuvre dans ce sens-là. Parce que quand on dit qu'aujourd'hui, et c'est depuis un bon bout de temps, qu'on disait souvent, Diomaye, le problème c'est Sonko, il faut essayer de s'en débarrasser. Alors, les actes qu'il est en train de poser prouvent à suffisance, effectivement, qu'il veut aller petit à petit, mais avec quelle marge de manœuvre? Parce que de toute évidence, en agissant, il s'appuie sur le PASTEF, majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, le seul commandant reste et demeure Sonko. Et je pense que ça va être quand même, disons... un duel à voir. Oui, un chemin suicidaire pour lui. Mais à la limite, s'ils ne s'entendent pas, c'est à leur risque et péril. Et ils risquent effectivement de perdre et pour de bon. Et pour de bon. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, vous allez le comprendre. Dans la suite de ce feuilleton, de cette crise, il faut le dire, crise silencieuse entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le mentor et le protégé aujourd'hui, qui ne conjugue plus le même verbe, en tout cas à croire tout ce qui se passe dans l'actualité sénégalaise. Nous, on s'arrête là pour ce numéro. Merci à Diallo. Je vous en prie. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée.